Bonjour, je m'appelle Anne-Dominique Desfontaines. J'enseigne le yoga depuis une trentaine d'années et je suis praticienne en Ayurveda depuis une petite dizaine d'années. J'ai envie de partager avec vous comment les trésors de ces disciplines accompagnent et transforment notre quotidien, ou votre quotidien. Je suis ravie de commencer ces échanges avec Caroline, une yogi que j'ai rencontrée il y a 4-5 ans. Bonjour Anne-Dominique. Bonjour Caroline. Alors aujourd'hui, on va traiter dans ce nouveau podcast un sujet hyper vaste, hyper intéressant, l'énergie. Je te vois que tu rigoles, parce que tu es déjà sûrement sensible à la complexité du sujet. Oui, c'est ça. Ouais. Et j'imagine qu'on on ressent tous des énergies, mais on ne sait pas toujours mettre les mots derrière. Et ma première question pour toi, c'est qu'est-ce qu'on entend par énergie ? C'est une question vaste, c'est une question difficile, parce que je pense qu'il n'y a pas encore de consensus pour dire ce qu'est l'énergie, en fait. C'est selon les champs de recherche, qu'on soit dans les sciences dites dures, par exemple la physique, ou dans les sciences védiques, ou dans peut-être d'autres lieux, la recherche, le traitement de l'énergie est différente. Il n'y a pas de consensus pour dire à tous l'énergie, c'est ça. Et chacun des lieux déploie ses connaissances progressivement, s'entrelacent aussi, se rejoignent, se séparent des fois, enfin ont des points de vue complètement différents des fois. Et c'est, je pense, très intéressant à notre époque où justement on va pouvoir utiliser le point de vue par exemple des sciences védiques sur l'énergie. Ça permet de porter un regard et ça peut orienter des compréhensions du monde que portent les physiciens, par exemple. Par exemple, on entend maintenant beaucoup parler de énergie, conscience, des physiciens qui parlent sur les ondes de qu'est-ce que c'est que la conscience, et ils y viennent aussi par l'énergie. Et parler de la conscience, il y a quelques années, les physiciens n'ont jamais abordé ce sujet, parce que c'est pas mesurable. J'introduis tout de suite, je vois ce lien entre énergie et conscience, parce que c'est, dans les sciences védiques, très lié. Énergie et conscience sont deux polarités qui sont un peu nommées pour danser la vie. Ouais. Super intro. Et justement, vu que c'est vague, j'aimerais savoir, toi, quel est ton rapport à l'énergie, comment en tout cas tu l'expérimentes, comment tu es arrivé à rencontrer l'énergie pleinement, comment est-ce que tu l'as expérimenté en premier lieu ? Comment est-ce que je l'ai expérimenté ? Il y a l'expérience que j'en ai dans la vie, et je pense que chacun de nous a l'expérience de son énergie, et même, je dirais presque, à la responsabilité de l'organisation de son énergie dans son déploiement sur Terre. Donc, j'ai expérimenté mon énergie dans la pratique de mes actions, de mes pensées, de mes paroles, de mes agissements. Et voilà, ça c'est ma pratique. Et puis, de ma réflexion aussi. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis que je suis assez petite, en fait, cette question de l'énergie. Cette question qui m'a amenée, quand j'avais une douzaine d'années, je me rappelle, on était assis à table, et je me dis, mais si je pense ça de telle personne, comment est-on relié entre nous ? Quelle force agit entre nous qui fait qu'on sait qu'on est en train de faire quelque chose et qu'on est relié par un événement de fraternel ? À 10 ans. 12 ans, non, je me rappelle, j'avais 12 ans, parce que mon père, il m'a dit, j'ai dû lui parler de ça, il m'a dit, mais ça, c'est la physique qui s'occupe de ça, des forces. Ah, j'ai dit, bon, je vais faire de la physique. Et par chance, j'ai commencé très tôt à faire du yoga. Donc, j'ai eu très tôt le champ d'expérience, parce que dans le yoga, on expérimente le corps physique, mais on expérimente aussi tout de suite le souffle et la conscience. Et ça, le souffle, c'est le porteur premier de l'énergie dans le corps. Justement, comment on la ressent ? Là, tu parlais du souffle. Je me souviens, je vais parler peut-être de mon expérience perso, puis tu me diras aussi quel retour tu as de tes élèves. Je me souviens que c'est par les retraites de yoga et pendant les cours que je suis avec toi le vendredi, que je me suis dit, tiens, après les postures, tu nous invites à ressentir, à savourer ce qu'on vient de faire. Et tu nous dis, là, on n'a pas encore commencé à travailler le côté gauche, déjà savourer ce qu'on a fait côté droit. Et voyons ce que ça fait. Là, je me suis dit, waouh, ça circule. Il y a le souffle, mais il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau des jambes, au niveau du ventre. On ressent des choses et c'est fabuleux. Je me suis dit, pour la première fois,
je prends conscience allongée que ça circule, il y a un truc qui se passe. Est-ce que tu as ces retours d'expérience? Est-ce que les gens prennent conscience lors de tes cours de cette circulation d'énergie? C'est fou. Oui, ça c'est extraordinaire. Moi, quand j'ai découvert ça, cette capacité à ressentir, je me suis dit, il faut absolument que je le transmette ça. Oui, j'ai une anecdote à ce sujet d'une personne, une fois, qui était venue dans un de mes cours et qui trouvait que tout était trop lent, ça ne correspondait pas à ce qu'elle attendait dans la dynamique. Donc, elle est venue un peu à contre-cœur à chaque cours. C'était un stage, donc elle était un peu tenue, entre guillemets, de venir à un stage. Non, elle n'est pas venue au dernier jour. Et puis après, on en a parlé. Enfin, j'étais la croisée, et puis on évoquait. Elle disait, bon, non, ça ne me convenait pas. Par contre, pour la première fois qu'elle pratiquait le yoga depuis quelques années, j'ai ressenti ce que c'était que l'énergie. Et je me suis dit, waouh, c'est tout gagné. C'est-à-dire qu'elle était branchée sur les forces en mouvement intérieur. Parce que l'énergie, c'est, en physique, on va dire ça, une force en mouvement. Donc, tout d'un coup, être capable d'être branché sur ce qui se meut intérieurement, sur les différents espaces, dans les différentes formes. Comme tu dis, la capacité de se mouvoir jusqu'au bout des doigts. Mais je dis aussi souvent, l'énergie va où la conscience va. Tu vois qu'on associe l'énergie et la conscience aussi. Parce que ça va ensemble. C'est un mariage heureux. Et effectivement, tu as parlé du mouvement des bras, tu as parlé de l'estomac. Et peut-être en le sachant ou sans le savoir, mais tu parles là d'une des anatomies que la science védique décrit du yoga. Des souffles qui rentrent dans le corps. Le souffle de la respiration rentre dans le corps, mais c'est pas juste. Il rentre dans les poumons et il ressort. Il rentre, le souffle rentre. Et puis il y a une division en 5 souffles, 5 vayus, on les appelle, qui sont chacun agissants. Et qui permettent d'ordonner. Et qui rendent compte, que chacun faisant sa tâche. Mais qui permettent effectivement d'ordonner. C'est-à-dire que tous les 5 souffles doivent être tous opérationnels. Et ce qui permet, par exemple, de voir un désordre. Nous, par exemple, du point de vue ayurvédique ou yogique, on va dire, il y a un problème si on fait ça. Si on voit trop de ce souffle, de cette partie-là du souffle exacerbée, il y a un désordre dans le souffle, dans prana, l'énergie entrante et sortante. Donc ça permet une lecture. Cette connaissance, cette proposition de l'anatomie du corps énergétique permet de lire la circulation de l'énergie et aussi du coup de travailler la vitalité. Donc il y a 5 sous-vayus dans le souffle. Et quand tu vas parler du mouvement, j'ai pensé aussi donc le mouvement qui va jusqu'au bout des bras, il faut aller jusqu'au bout des doigts, c'est Vyana Vayu, associé à la circulation, au mouvement, au fait de bouger suffisamment. Et quand on parle d'énergie, on parle aussi qu'il faut bouger suffisamment. Et on l'évoquait un peu avant, une chose qu'on ne fait pas souvent ou pas assez, c'est de danser, par exemple. On ne danse pas suffisamment dans la vie quotidienne. Combien de personnes dansent suffisamment, ou dansent tous les jours, ou dansent toutes les semaines, ou tous les mois même, mettons. Donc ça, la danse, c'est une manière de déclencher l'énergie. C'est la qualité du mouvement. Je parle de la danse parce que la danse est associée avec la musique, une musicalité intérieure. Et moi, je le vis aussi avec le yoga quand j'ai fait des enchaînements. Toi, t'as une musique, j'ai une musique intérieure, et j'invite souvent parce que cette musique intérieure, elle vient avec l'attention au souffle. Et la musicalité fait qu'on est porté intérieurement par une musicalité qui nous fait que quand on vit une posture de yoga dite statique, extérieurement, et quand on est branché sur le souffle et de la respiration, il n'y a rien de statique, il y a de la danse, il y a du mouvement, il y a des forces agissantes, il y a une transformation, il y a une structure qui s'organise, qui se remet en place, qui se réorganise pour que l'énergie puisse circuler ensuite autrement, de façon plus heureuse. Donc ton élève, elle était restée sur cette première lecture. Elle n'a pas pris le temps, ou en tout cas, elle commençait à entrevoir les bénéfices de l'énergie en se disant, moi, jusqu'à présent, j'étais sur une posture très statique et ça m'ennuyait. Ouais. Et elle commençait à entrevoir les bénéfices. Oui. Donc il fallait toujours qu'elle fasse des postures qui bougent vite et qui soient performantes dans l'esthétique, dans le corps, le muscle. Et pour autant, elle n'a pas continué. Mais bon, après, chacun fait cette écoute intérieure. J'ai ça aussi sur parfois des élèves. Au début, c'est un vaste champ qui s'ouvre et parfois, pour certains, c'est éprouvant. Je vois que pour certains, c'est une épreuve que d'avoir cette écoute intérieure, des mouvements intérieurs. Peut-être parce que c'est trop chaotique, ou peut-être parce que c'est trop vide, ou peut-être pour multiples raisons. Aussi, ça réveille la notion de soin à soi, que parfois on n'est pas capable de se donner ou pas autorisé à se donner.
Ça réveille aussi des notions de sécurité intérieure, qu'on n'a peut-être pas envie de regarder ou d'enraciner. Ça réveille aussi l'expérience de comment est la clarté intérieure, comment est le paysage intérieur, où y a-t-il de la joie, où s'enracine la joie. Est-ce qu'il y a des caves dans notre espace intérieur? Est-ce qu'il y a des caves où on a fermé tout à clé? Oui, puis on n'a pas tous ni la même écoute, ni la même lecture, ni la même quantité d'énergie. Chacun a sa propre quantité d'énergie, et aussi en fonction, j'imagine, des sociétés dans lesquelles on évolue. Ah oui, oui. La quantité d'énergie, c'est vrai que c'est très récemment, je me dis ça, on n'a pas tous la même quantité d'énergie, probablement. C'est un peu comme un diamant, de l'eau, enfin les énergies, on est des structures, même si on est fait de la même matière les uns les autres, je pense qu'on n'a pas tous la même quantité d'énergie. Mais je pense que la quantité n'est pas ça qui est important. Je pense que ce qui est important, c'est comment on organise l'énergie en soi, comment elle peut circuler, la qualité qu'elle a de pouvoir circuler et de faire que la roue tourne harmonieusement et que ça ne dissonne pas et que ça puisse être des énergies agissantes, transformatrices dans des espaces où on a plus de facilité à être, plus de clarté, plus de joie. Je redis ces éléments, mais quand on a beaucoup d'énergie mais qu'elle est très embrouillée, on va avoir mal à l'estomac, il y a quelque chose qui ne va pas avancer, on va pas avoir envie de bouger, on a envie de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Par exemple, si on a beaucoup d'énergie, mais qu'elle est désordonnée, on ne va pas pouvoir être agissant. Donc, ce n'est pas tellement la quantité que la manière, la capacité à pouvoir donner ce chemin, cette organisation, cette réorganisation, ce nettoyage intérieur des conduits, de l'énergie, par exemple. Et comment s'en occupe ça? Moi, je suis pleine d'énergie, toute désorganisée. Oui. Je suis en mode fire à l'intérieur. C'est quoi les conseils que tu me donnerais pour réorganiser cette énergie? Si tu viens, par exemple, quelqu'un vient comme ça dans une consultation individuelle, ça dépend de l'énergie, mais ça va être très intuitif. Ça dépend de l'énergie de la personne. Il y a une personne où je vais dire, va danser tous les vendredis soirs. Puis, parce qu'il faut, comme j'ai évoqué la danse tout à l'heure. Et puis, installer des pratiques de yoga corporel pour bouger autrement en conscience. Et puis, des pratiques de respiration. Parce que le souffle, c'est vraiment l'élément qui nous donne le plus de relation avec notre énergie. Organiser la respiration, c'est organiser l'énergie en soi. Par chance, avec les techniques de yoga, les pranayama, on peut organiser l'énergie en soi. Mais on l'organise aussi, par exemple, quand on va faire du sport, on organise un souffle qui aussi va être agissant. Il n'y a pas que le pranayama. Voilà. Mais en tout cas, le pranayama, qui est une respiration consciente, va aider à organiser l'énergie. Et la méditation aussi, parce que la méditation va agir sur le champ de conscience aussi. Et comme on l'a évoqué, il y a un lien très fort entre la conscience et l'énergie. Et si on ne peut pas l'expliquer encore tout de suite, c'est un peu, je dirais, comme on ne pouvait pas expliquer E égale MC2. Je veux te dire, la matière, c'est de l'énergie. Einstein, il a mis du temps pour le dire. Et bien, on peut dire aussi, ou on pourra dire, peut-être plus tard, l'énergie, c'est la conscience. Il y a un lien entre toutes ces choses. Une égalité même, c'est la même chose. Parfois, on entend dire sur toutes les vibrations, il y a une seule chose qui prend des formes différentes. Et pour en revenir à la question que je te posais sur les sociétés dans lesquelles on évolue, est-ce que tu penses qu'il y a des sociétés où on est plus survolté et du coup l'énergie, il y a un peu une pression autour il faut avoir toujours la bonne énergie, toujours être poussé, aller toujours plus loin, plus vite, être dans la performance? C'est un peu nos sociétés. Oui, ça me fait penser... Oui, je peux reprendre cette analogie, si je reprends sur non pas la quantité d'énergie, mais la qualité d'énergie. Et je peux faire une analogie un peu avec les animaux. Par exemple, les fourmis, elles ont, on va dire, une petite énergie, localement, mais bien organisées, elles peuvent porter leur poids multiplié par beaucoup. Donc, mais elles vont avoir un cri de fourmi, tu vois, elles vont pas avoir un cri de lion engagé, enragé. Donc, cette différence, on l'a, comme ça on a bien tout un tas d'animaux en nous, chacun, un tas d'animaux. Et on a des animaux dominants selon les personnes, on a des énergies dominantes. On va être plus puma, plus fourmi, plus aigle, plus petite mouette, ou je sais pas. Et puis un ensemble, voilà. Donc, comme je disais, ce qui est important, c'est de pouvoir déployer sa propre énergie pour elle nous donne une vie heureuse, enfin quelque chose d'heureux, qui fonctionne bien. Mais on est aussi porté par le mouvement de notre société. Et donc, nous, on a une société occidentale qui est très
loup, enfin pas loup, mais tigre ou je ne sais pas, quelque chose d'assez, on va prendre et on va ouvrir la bouche, la gueule et vraiment on va bouffer quoi, ce qu'il y a devant nous, puis le plus possible quoi. Alors pour certains, ça va correspondre à leur énergie, et ils sont portés dans le courant. Bon, s'ils sont pas conscients, ils vont faire des dégâts parce qu'ils vont tout prendre. Et puis il y en a qui sont pas du tout portés par ça, donc ils vont en permanence se décentrer parce que psychiquement ils vont être attirés par cette énergie, même si on est dans les développements durables, toujours avec cette même rage opérationnelle. On quitte pas quand même les valeurs, même si on change de gamme. Il va être il va être décentré. Il va activer psychiquement quelque chose en disant je n'ai toujours pas ça qu'il suppose qu'il faudrait qu'il l'ait, au lieu de se centrer sur sa propre énergie, revenir à soi, à son souffle et progressivement déployer cette énergie intérieure, quoi. Enfin, cette énergie intérieure propre, je veux dire, qui se manifestera de façon extérieure. Parce que c'est l'énergie qui nous permet d'agir dans notre vie. Et justement, pour faire le lien avec l'extérieur, parce qu'on a parlé beaucoup de l'énergie, des ressentis intérieurs, elle est où l'énergie? Parce que là, on parle de comment on la comprend, comment elle nous fait vivre, comment elle nous permet de nous mettre en mouvement. Elle est où? Elle est dans la nature, et comment ça interagit entre la nature et nous, entre nous et les autres, au sein d'une communauté? C'est quoi les liens? Comment ça s'organise aussi? Je sais pas, est-ce qu'une table, il y a de l'énergie? Est-ce que dans l'arbre, il y a de l'énergie? Est-ce que dans une salle, quand tu rentres et qu'il y a du monde, il y a une certaine énergie? Oui, il y a de l'énergie, il y en a partout. Il y en a partout. C'est partout, l'énergie, c'est une dominance, c'est la capacité de mettre en mouvement, tout est en mouvement. Sinon, ce n'est pas là, c'est mort. Un mur est en mouvement? Un mur est en mouvement, parce qu'un mur, il y a des molécules, et dans les molécules, il y a des relations entre les atomes. Donc, c'est des transferts d'informations permanents entre eux, donc ils transfèrent d'informations. Dans les molécules, il y a les atomes, dans les atomes, il y a les quarks, qui sont aussi en relation. Et tout ça, c'est en vibration permanente, ça s'informe en permanence, t'es là, je suis là, t'es là, je suis là, t'es là. On est tous là, on est serrés, on est toujours serrés. Et en fonction du microcosme, ils parlent tout doucement entre eux d'un certain type de force, une certaine qualité. Puis quand on change d'échelle, c'est une autre discussion. Mais les planètes aussi discutent entre elles. Dire, je suis là, je suis grosse comme ça, donc tu restes à côté de moi parce que j'ai un champ attractif terrestre qui te permet de circuler dans cette zone-là. C'est-à-dire que la matière, elle va être agissante. Elle va créer ce qu'on appelle un champ de force. Et toute personne qui rentre dans ce champ de force va être soumise à ce champ de force. Donc, selon ses compétences à réagir à ce champ de force, il va être complètement soumis. Donc, il va tourner autour, comme les planètes. Voilà, ou les humains, c'est la même chose. On rentre dans un champ de force, dans un champ d'énergie de quelqu'un. Ou d'une matière, ou de la nature. Quand on rentre dans la forêt, on sent quelque chose. Quand on rentre dans les arbres feuillus, on sent quelque chose. Quand on est devant une montagne, on sent quelque chose de différent. Enfin, il serait intéressant de vraiment se remettre à ressentir cette puissance-là et ce dialogue permanent, en fait, que nous avons avec tout ce qui nous entoure. Eh bien, formidable. Moi, j'aimerais bien aussi aller explorer l'énergie des lieux. On l'a à peine abordé là en fin de podcast. Oui. Et j'aimerais bien t'écouter dans un podcast suivant sur le Vastou, l'énergie des lieux et sur la manière de pouvoir agir dessus. Oui, avec plaisir. Avec Super. plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. À très bientôt. À très bientôt. Vous pouvez retrouver toutes mes activités, cours, ateliers, retraites et accompagnement ayurvédique sur le site yogasphinx.fr et me suivre sur Instagram, Anne-Dominique Desfontaines. Merci, à très bientôt.